Welcome everybody. Bienvenue à tous. Bienvenue au premier événement externe du réseau canadien d'apprentissage et de ressources sur les troubles neurocognitifs, ou RCARTN en abrégé. Je m'appelle Laura Middleton et je suis la co-responsable de la recherche du RCARTN aux côtés de Carrie McKinney qui prendra également la parole aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par de Myrna Norman, membre de notre comité consultatif communautaire et personne atteinte d'un trouble cognitif, ainsi que représentante de deux de nos équipes de projet membres. Aujourd'hui, nous vous présenterons le RCARTN et notre travail de soutien à un réseau d'équipes de projets visant à améliorer le bien-être des personnes atteintes de troubles cognitifs et de leurs partenaires de soins. Maintenant, je vais parler en français. Ceux qui préféreraient écouter en français vers le bas de l'écran. Vous verrez un bouton d'interprétation. En cliquant sur la flèche, vous pouvez choisir l'audio français. The Canadian Dementia Learning. Le réseau canadien d'apprentissage et de ressources sur les troubles cognitifs est hébergé par le Schlegel UW Research Institute for Aging, le RIA. Nous reconnaissons que le RIA est situé sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Attawandaron et Haudenosaunee. Le RIA est situé sur le Haldimand Tract, la terre promise aux 6 nations qui comprennent 6 000 de chaque côté de la rivière Grande. Nous reconnaissons également que de nombreuses autres nations sont représentées aujourd'hui à cette réunion et que nous avons un profond respect pour les histoires autochtones et un engagement à établir des relations qui améliorent et répondent mieux aux besoins des peuples autochtones et de toutes les autres personnes atteintes de troubles cognitifs ou qui participent à leurs soins. Aujourd'hui, Carrie, Myrna et moi-même, ainsi que les équipes de projet, avons le plaisir de parler au nom de RCARTN. Mais je m'en voudrais de ne pas mentionner l'incroyable personnel de RCARTN qui fait que tout se passe bien. Francis Morton Chang, Daniel Chrisman et Nathan Hansberger. Nous avons la chance d'avoir une telle équipe de personnes compétentes et passionnées. Je tiens également à souligner que le RCARTN ainsi que les équipes de projet membres sont financées par l'Agence de la santé publique du Canada dans le cadre de son investissement communautaire dans la démence. Toutefois, l'information et les points de vue d'aujourd'hui que nous allons présenter ne représentent pas nécessairement ceux de l'ASCP. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Nous commencerons par une courte présentation de Carrie McKinney, Mira Norton et moi-même sur le contexte de RCARTN ainsi que sa valeur, ses objectifs et son impact. Ensuite, nous allons entendre parler de deux travaux importants de deux des membres de notre projet, l'évaluation des outils conçus pour des partenariats solides dans la triade des soins aux personnes atteintes d'un trouble cognitif et vivre avec la démence dans les comités ruraux des Premières Nations, un projet sur la santé et le bien-être. Nous allons continuer avec une période de questions et réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par le biais de la fonction de questions-réponses. Durant les présentations, notre équipe RCA-RTN surveillera les questions. Puis, Carrie McKinney prononcera le mot de la fin. Je vous en prie de noter que nous allons enregistrer tout cela pour que les gens puissent le voir après. Maintenant, je voudrais passer la voix à Carrie McKinney. Formidable, merci Laura et bienvenue à tout le monde. Alors, tout d'abord, je voudrais fournir
contexte, la première stratégie du Canada sur cadre de la stratégie nationale sur la démence a été lancée en 2015 pour que tout le monde atteint de la démence et les aidants peuvent leur augmenter ou réduire le risque de développer un trouble neurocognitif. Alors, avec cette vision, nous avons 3 objectifs nationaux. Prévenir la démence, essayer d'avancer les thérapies et trouver une guérison et aussi améliorer la vie pour les personnes atteintes de la démence et pour leurs proches et leurs aidants. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'amélioration de la qualité de la vie. Alors, durant la stratégie de démence, l'Agence de la santé publique du Canada a fait plusieurs investissements, y compris ce que nous appelons le ICD, le Réseau canadien d'apprentissage, c'est-à-dire les différents projets de soutien. Ces projets sont appelés l'investissement en matière de démence dans les communautés pour améliorer les programmes et les ressources pour améliorer le bien-être des personnes atteintes de la démence et augmenter les facteurs pour réduire la possibilité de développer la démence. Additionnellement, du financement au projet d'investissement en matière de démence dans les communautés. L'Agence de la santé publique du Canada aussi finance le réseau canadien d'apprentissage et de ressources sur les troubles neurocognitifs. Alors, nous travaillons de manière collaborative avec les projets pour atteindre ce but. Finalement, un comité consultatif a été établi qui comprend des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et des aidants naturels. Et cela a été créé pour donner de conseils à notre équipe. Vibrant Pan-Canadian Collective. RCARTN soutient plusieurs projets. C'est formidable de voir les différents projets. Il y a les projets qui ont une concentration différente et au niveau de leur géographie et au niveau des communautés avec lesquelles ils travaillent. Comme Lara vient de mentionner, nous sommes chanceux d'entendre de 2 de ces projets aujourd'hui. Mais malgré sa diversité, le projet a quelques objectifs en commun. Tout d'abord, réduire la stigmatisation et changer les attitudes envers la démence. Deuxièmement, améliorer la connaissance et les compétences reliées avec les troubles neurocognitifs. Et troisièmement, augmenter le bien-être physique et social des personnes atteintes de la démence et les aidants naturels. Alors, tous ces projets partagent ces objectifs en essayant d'atteindre leur but. Maintenant, je vais passer la voix à Myrna qui va parler des projets. Merci. Merci, Carrie. Je suis vraiment ravie d'être ici comme une personne atteinte d'un trouble cognitif parce que vraiment c'est formidable de voir tout ce qui se passe. L'Agence de la santé publique du Canada finance tout cela par le biais de l'investissement en matière de démence dans les communautés. Les personnes atteintes de la démence font face aux obstacles comme la participation dans leur propre communauté pour avoir un accès au soutien que les autres Canadiens prennent par acquis.
l'investissement en matière de démence dans les communautés me donne un soutien pour avoir un accès aux services qui améliorent mon bien-être. Mais pour réussir, ces projets comprennent que c'est important d'avoir notre voix à la table, pas juste comme les participants, mais comme les membres d'équipe, pour aider les projets et pour que les investissements matériels en matière de démence dans les communautés créent des projets pour que les gens qui sont atteints de la démence puissent vivre bien. Nous sommes membres des équipes de projets et nous servons comme conseillers avec le CDLRN, les personnes atteintes de la démence sont partie des comités. Nous jouons des rôles clés dans tous les aspects du réseau canadien d'apprentissage et de ressources sur les troubles neurocognitifs pour s'assurer le succès. Maintenant, Laura va parler des activités du CDLRN. I think Laura is here. Laura, je pense que vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. J'ai oublié de désactiver mon micro. Notre équipe de CDLRN de 5 personnes est complémentée par tous les groupes que Carrie et Myrna viennent de mentionner. Notre travail ne serait pas possible sans le comité consultatif qui inclut Myrna parce qu'ils ont la rétroaction et les conseils sur toutes nos décisions et leurs compétences. Le but de le CDLRN, c'est amplifier les succès des différentes équipes et nous faisons dans 3 manières. Nous établissons et nous renforçons les relations pour fournir un réseau collaboratif avec les objectifs en commun. Les équipes apprennent les unes des autres de leur expérience et ils tirent parti de leur expertise envers leur propre projet. Nous aussi créons la capacité pour évaluer, pour partager les initiatives à travers la communauté pour améliorer la vie avec les personnes avec un trouble cognitif, pour identifier les membres dont notre réseau à compartir leurs connaissances. Et maintenant, nous avons quelque chose avec nos projets. Nous voudrions partager les succès de nos projets de nos membres. Alors, restez à l'écoute parce que nous voudrions partager les leçons apprises et nos expériences pour les partager avec tous les pays. Et important, les relations, les compétences, la connaissance que nous avons par le biais de notre réseau ne va pas juste durer durant le terme du projet. Dans chaque site, l'équipe du projet, les personnes affectées, les participants vont retenir, ils vont construire les autres couches qui vont être en dessus de leurs différents projets. Nous sommes engagés au changement pour surmonter la stigmatisation, pour promouvoir l'inclusion et le bien-être des personnes atteintes de la démence et nous espérons que la passion et cette connaissance va aller au-delà de leur propre communauté. Avec cela, je suis tellement ravie de présenter 2 équipes et aujourd'hui, nous allons commenter avec un projet. Valentina Cardoza de SE Health nous présente son projet intitulé Évaluation d'outils co-conçus pour des partenariats solides dans le triade de soins aux personnes atteintes de démence.
the introduction. Merci pour votre introduction et pour me présenter aujourd'hui. Je suis ravie de vous raconter de notre projet, mais je voudrais reconnaître les autres chercheurs de ce projet, Dr. Polyak, Dr. Heather McNeil, Dr. Anna Neely, Madame Warner et les autres. Je voudrais reconnaître les territoires traditionnels où je travaille, Anishinaabe, à Haudenosaunee et les Premières Nations et les Mississauga des Crédits. Nous sommes fiers de travailler avec les peuples autochtones à travers le Canada qui honorent le travail et qui travaillent avec tout le travail de réconciliation. Maintenant, juste pour commencer, je voudrais vous montrer le cadre que nous utilisons pour ce projet. Ça s'appelle Cadre de la recherche participative à l'action. Alors, nous avons la créativité du dessin avec le dessin par le biais de la recherche. Aujourd'hui, je vais parler des différentes phases jusqu'à où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà. Alors, tout cela a commencé avec la Société d'Alzheimer de Canada. Nous avons réuni plusieurs personnes, les soignants, les aidants naturels et les personnes atteintes de Alzheimer's. Et puis, nous avons identifié que les personnes atteintes de la démence qui ont travaillé sur une approche centrée sur la passion. Alors, nous avons voulu combiner les différents travaux, même s'ils étaient concentrés sur les personnes atteintes de démence, les patrons n'étaient pas appuyés tellement bien comme ils pouvaient être appuyés. Alors, ce que nous avons entendu il est nécessaire de négocier les rôles de soins pour donner le soin psychologique, médical pour la personne atteinte de la démence. Mais qui doit faire quelque chose? Est-ce que le soutien psychologique ou émotionnel est partie de la partie médicale? Alors aussi, le lieu de soins joue un rôle important quand la personne habite dans leur propre maison. C'est comme l'invité et à leur maison, il est invité à leur maison, tandis que quand la personne habite dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, l'aidant est comme une invitée. Alors, il fallait identifier les différents outils pour réunir les gens. Alors, nous avons réalisé 6 ateliers avec les aidants, avec les personnes atteintes de démence et puis on a regardé les différents écarts et nous avons créé les outils pour réunir les fournisseurs de soins. Il y avait quelque chose comme All About Me, le document de Alzheimer's, la Société des Alzheimer's. Il y avait aussi l'outil de prototype que vous pouvez voir sur la diapo. Et aussi l'autre réponse qui s'appelle « Imaginer des réponses ». Alors, ce que nous avons entendu de ces ateliers, que les expériences entre les fournisseurs de soins et les aidants, c'est pas toujours facile. Ils n'ont pas le temps infini. Mais au cœur, l'idée, c'est préserver l'identité de la personne atteinte de la démence, mais même s'ils n'ont pas utilisé ces mots. Parce que il n'y avait pas un outil juste pour une fois, mais il fallait renégocier les responsabilités. Alors, de tout ce travail formidable, nous avons eu ce que nous appelons Our Dementia Journey Journal, le journal de notre parcours de la démence.
Voici l'outil qui parlait des différents changements. Avec tout cela et l'Agence de la santé publique, nous avons réalisé 3 ateliers avec les personnes des différentes nations et en Colombie-Britannique et un autre en 2020 pour développer le prototype initial, le contenu, le format, comment ça a été cela et comment nous avons travaillé ce travail. On a fait un test avec ces collectivités pour s'assurer que l'outil de Dementia Journey Journal était relevant et après on a regardé dans chaque volet de manière plus profonde. Les gens ont vraiment aimé les différents volets dans l'atelier, mais il fallait augmenter la sécurité culturelle et alors nous avons reçu le conseil des aînés et des gardiens de savoir. Il fallait faire les changements de langage, style, ordre, couleur, les images, davantage d'informations sur la démence, plus d'espace et aussi une version électronique était nécessaire. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons développé tous les différents formats de Our Dementia Journey Journal, notre journal. Alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose de spécifique pour chaque communauté qui montre leur version, mais quelque chose générique qui combine toutes les différentes versions dans notre journal de bord de votre parcours avec la démence. Alors, il fallait atteindre les besoins de toutes les différentes communautés, des Premières Nations, des personnes dans les communautés éloignées. Mais avec cette rétroaction, nous sommes en train de développer une application qui reflète tout cela. Alors, je voudrais juste vous montrer le contenu. Alors, il y a une place où vous pouvez noter toutes les questions, toutes les réponses dans les membres du cercle de soins. Il y a l'opportunité pour que la personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif, dont le soignant puisse savoir les préférences de chaque personne. Vous pouvez noter dans le journal les moments de joie et les moments difficiles aussi. Et la situation actuelle. Il y a un endroit pour documenter le bien-être parce que cela peut changer et aussi il faut regarder l'index de l'Organisation mondiale de la santé avec un contrôle chaque 2 semaines et aussi au niveau des signes d'alerte qui existent et les gens peuvent ajouter leurs propres ressources ou il y a les choses qui peuvent être accédées en ligne. Alors, nous sommes ici aujourd'hui. Alors, nous trouvons dans la phase de développer la prestation et les mesures. Nous commençons en Colombie-Britannique avec les Premières Nations. Alors, les gens, ils peuvent utiliser leur propre appareil, une tablette que nous allons fournir durant une période de 3 mois. Ils doivent donner leurs réponses pour mesurer l'impact de cet outil. Et nous avons continué nos efforts de mettre notre journal de bord de votre parcours avec la démence à travers le Canada pour atteindre les objectifs de toutes les différentes communautés. Tout d'abord, on voulait travailler là-dessus. Alors, par le biais des entrevues, nous avons réalisé tout type d'ateliers. Cela m'amène aux opportunités pour participer parce que nous sommes
nous allons présenter notre application de notre journal de bord de votre parcours avec un trouble neurocognitif. Alors, si vous désirez savoir davantage ou vous connaissez les communautés, si vous connaissez les personnes qui veulent savoir davantage, je vous en prie de nous contacter. Je voudrais reconnaître tous les collaborateurs, surtout aux aînés et membres de la communauté de Thessalon et Sagamore Combination, Sault-Saint-Marie, le Indigenous Friendship Center et tous les autres individus qui ont participé dans le conception de notre journal sur le parcours pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Merci beaucoup Valentina. Vous pouvez voir la valeur de tout cela et l'importance de tout cela dans la boîte à clavardage. C'est vraiment formidable. Merci. Ce sont les bonnes ressources. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de présenter le deuxième projet, Vivre avec un trouble neurocognitif dans les communautés rurales des Premières Nations. Alors, ils ont 3 personnes qui vont parler, Maribella Brenica, Erin Moore, Emily Thorlashes et Adrienne Shingus qui vont parler. Alors, je vais céder le micro à cette équipe de ce projet. Merci pour nous permettre de présenter. Je m'appelle Maribella Brenica. Je suis la personne de Manitoba et puis je vais parler de mon projet. Tout d'abord, je voudrais mentionner que le campus du Manitoba sont situés sur les terres traditionnelles des Anishinaabe-Cree, Oji-Cree, Dakota et peuples Dene. Nous respectons les traités qui ont été faits sur ces territoires. Nous reconnaissons les méfaits et les erreurs du passé et nous dédiquons à nous-mêmes d'aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans l'esprit de réconciliation et collaboration. Merci. Ça, c'est vraiment important dans ce projet au niveau des partenariats avec les communautés autochtones. Pour entamer ce projet, c'était une question d'établir une relation de confiance et de la sécurité. Surtout, nous avons trouvé que plusieurs collectivités autochtones ne savaient pas de troubles cognitifs. Il n'y avait pas de mots dans leur propre langue. Alors, le docteur a fait la sensibilisation pour parler de ce projet dynamisé par la communauté pour parler de cadre de tout cela. Et nous autres, à l'Université de Manitoba, nous avons aidé à guider tout le processus. Dans les 8 communautés que nous avons contactées, il y avait 4 au Prescott Cree Nation, au Seguin et des autres communautés. Chaque communauté a identifié un travailleur pour diriger le projet sur les sites. Ce sont les personnes qui se trouvent ici, qui vont présenter les succès et les défis que nous avons éprouvés. La COVID a eu un impact sur notre habilité d'avoir les rassemblements en personne, mais une manière de célébrer la culture était important. Alors, la peur d'être malade, d'être atteinte de la COVID-19, ce sont les facteurs qui ont ralenti le projet, mais on a eu des succès quand même. Une expérience que je voudrais partager, ça c'est le cadeau des mémoires. Nous avons donné les tablettes aux aînés pour noter
les mémoires, les histoires. Et après après le projet, les tablets restent aux communautés. Mais ils ont pu utiliser tout cela durant la pandémie pour se connecter avec leurs proches qui ont les troubles neurocognitifs. Et bon, ça a bien été. Alors, avec les tablettes, je voudrais présenter Erin Moore et Emily Thorlasias, Adrienne Chinagous et Tracy Guimond. Ils vont partager de leur expérience. Bonjour et bon après-midi, je m'appelle Eric Moore, je viens de Lac Manitoba, 170 km de Winnipeg, Manitoba. Nous nous trouvons sur territoire de Traité 2. Nous sommes la communauté plus petite qui est avec l'Université de Manitoba. Nous avons une population de 1146 personnes avec 400 enfants, 85 aînés, et nous avons les personnes qui habitent dans les réserves. Après le lancement de notre projet sur une plateforme des médias sociaux, c'était l'opportunité de se connecter avec les aînés à cause de la connectivité. Nous avons les arbres et cela affecte la bande passant. Alors, on a dû reconcentrer notre concentration. J'ai dû rendre visite aux différentes maisons pour que ça soit le soin personnalisé avec les familles, avec les aînés, pour essayer d'aider leurs proches pour qu'ils puissent vivre avec leurs troubles neurocognitifs. Il n'y a pas de mot de la démence, le trouble cognitif, il n'y a pas de mot. Alors ils disent problème de mémoire. Je ne sais pas s'il me reste 2 minutes pour continuer. Merci. Oh, merci, Aaron. Mais je voudrais présenter Emily Thorlasias. Elle vient de Penamutang, Première Nation, qui est à peu près 40 minutes de notre nation. Merci et bonjour, je m'appelle Emily Thorlasias. Je suis la travailleure sur les troubles neurocognitifs dans notre communauté de Penamutang, 140 000 de Winnipeg. Quelque chose d'intéressant de notre communauté, nous avons une fleuve qui traverse notre collectivité, mais la courante est tellement forte qu'il n'est jamais gelé. Alors, ma point de focus est le COVID. Ça affecte tout. Ça affecte la santé mentale de nos aînés, de nos peuples. Les connexions sont chaque fois sont difficiles. Les plupart des aînés dans la collectivité ne connaissent pas le monde des ordinateurs, alors au numérique. Mais je suis reconnaissante de parler de quelques succès. Mes succès étaient mes visites sociales, les rassemblements, pour la prévention des troubles neurocognitifs, pour aider la santé mentale, pour aider les aînés et les personnes âgées avec les troubles neurocognitifs. Alors, ce qui est souligné, ce sont les connexions entre les familles et d'avoir quelqu'un qui vous téléphone. Et c'est formidable de savoir que vous faites changer les choses pour eux-mêmes. Et j'ai créé pas nécessairement juste une relation de travail, mais un lien avec un métier pour la prévention des troubles neurocognitifs. Mais en plus des visites sociales, je montre les vidéos sur les exercices pour permettre les différentes possibilités. Et maintenant, Adrienne Chinagous va faire une petite présentation sur Opaskwayak Nation Cree. Mais nous avons une
un problème avec la connectivité parce que je sais qu'elle était là avant, mais je vais parler de ce qui se passe à OCN. C'est situé à peu près 600 kilomètres de Winnipeg, tout près de la frontière avec la Saskatchewan. Il y a 2900 personnes hors la réserve et à peu près 3000 personnes dans les réserves. Alors, les restrictions ont affecté le rayonnement dans nos collectivités. Alors, en 2021, nous avons mis en œuvre code orange. Maintenant, on est code rouge. C'est comme un confinement que les travailleurs essentiels, parce qu'on ne peut pas avoir les visites dans la communauté. Alors, les enjeux de la connectivité est problématique. Ça veut dire que certaines activités ne pouvaient pas se réaliser par le biais de Zoom. Alors, le succès des activités pour renforcer les mémoires ou pour passer les différentes activités était impacté, mais on a préparé un calendrier d'événements et après on a pu changer pour résumer les activités, pour présenter un groupe d'appui tous les vendredis pour les aidants naturels et les soignants, pour les cercles de partage, d'apprentissage, pour raconter des histoires. Et avec ce projet, on a eu un groupe consultatif des différents aînés dans les différentes communautés. À OCN, ils étaient tellement actifs, ils ont raconté à plusieurs personnes au niveau de le développement des compétences pour les travailleurs de la communauté. Il y avait de l'appui des différents groupes au sein de la communauté qui a permis la croissance du programme. Qu'on s'était permis par le financement. Alors, on a fait quelques activités avec les aînés, même si on a eu plusieurs difficultés avec la connectivité à cause de la COVID. On était confronté par quelques difficultés. Je suis désolée que Tracy n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle voulait nous raconter de Salking. Alors, je vais raconter quelques expériences à King et situé sur le fleuve d'un lac tout près, c'est à peu près 75 milles de la ville de Winnipeg. Il y a plus de 3600 membres qui habitent dans les réserves et une autre partie, plus de 1000 qui habitent dehors de la réserve. Ce qui est intéressant, qu'il y a la manière de vie traditionnelle et aussi chrétienne. Alors, il y avait un défi parce que les événements, les ateliers, les réunions, en chaque session, il fallait le faire d'un côté et puis de l'autre côté, de les deux manières. Et une partie de Saging était en confinement, tandis que l'autre partie de Saging n'était pas en confinement. Alors, à cause de ces confinements, cela a présenté tout un défi. Mais on a eu une formidable réunion avec les aînés de Saging et le projet est en cours avec la planification au niveau de stratégie de atténuation des risques, au niveau des stratégies pour travailler sur les troubles neurocognitifs. Il y a beaucoup d'intérêt et nous sommes vraiment contents d'aller de l'avant avec Saging dans les prochains mois. Alors, quels
que voulons-nous faire? Où voulons-nous aller maintenant? Nous voudrions faire l'application de tout cela dans la communauté. Nous voudrions engager les aînés pour et nous aider. Nous allons défendre les intérêts pour la durabilité des différents projets avec un projet dynamisé, poussé par la communauté. Je pense que de tous les thèmes que nous avons trouvés, c'est à quel point le projet doit être conçu pour les communautés avec lesquelles nous travaillons. Alors, merci pour votre assistance aujourd'hui. Extend us. Merci aux deux équipes de projet d'avoir partagé les points saillants de leur important travail. Il y a beaucoup de commentaires dans la boîte à clavardage. Les gens veulent avoir les copies des diapos et puis un accès à l'enregistrement. Alors, tout cela va être disponible après la présentation d'aujourd'hui. Alors, je voudrais vous remercier pour avoir partagé vos projets. C'est incroyable à quel point les gens sont motivés. Maintenant, on va ouvrir la session pour quelques questions. Nous avons quelques questions dans la boîte à clavardage. Vous pouvez voir juste en bas de votre écran, il y a quelques questions que nous avons déjà répondu tout d'abord. Si Myrna est partie du groupe consultatif, du comité consultatif, oui, mais aussi Myrna est partie dans 2 projets d'investissement en matière de démence dans les communautés. Alors, je voudrais vous demander, Myrna, la première question. Alors, Myrna, une des questions qu'on a reçues, il y a les gens qui posent des questions au niveau de conseils pour engager, pour mobiliser les gens au niveau de la démence. Si vous êtes un organisme, un groupe et vous n'avez pas beaucoup d'expérience là-dessus, quel serait votre conseil? Bon, ça, c'est une bonne question. Je suis ravie d'être partie d'une organisation en Colombie-Britannique où une de nos universités est en train de créer une espèce de organisation où les gens qui font la recherche et les personnes qui sont parties de la communauté des troubles neurocognitifs puissent travailler ensemble. Et je pense qu'à CD Learn, il faut faire tout cela aussi. Beaucoup de personnes atteintes des troubles neurocognitifs veulent faire quelque chose. Nous voudrions faire les changements et on ne sait pas où commencer. Alors ça, c'est un point tellement important. Il faut trouver une réponse à cette importante question. Alors, je voudrais savoir, peut-être Maribel, Valentina, de l'équipe de Valentina, si vous avez des idées, peut-être les choses que vous avez essayées, les points saillants au niveau des succès pour avoir la mobilisation au niveau des troubles neurocognitifs. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour. Bonjour, Erin. Bonjour. Je vais à la communauté et quand j'ai dit que j'ai changé ma concentration, je suis aidante soins de santé aussi et puis je peux m'asseoir avec les personnes juste pour faire l'observation de leur langage corporel, comment ils parlent à vous-même ou peut-être s'ils vont vous-même regarder. Et c'est difficile, n'est-ce pas? J'ai eu un monsieur, j'ai rendu visite à cette personne, et sa main tremblait et je me suis rendu compte de cela. Et durant la deuxième visite, je lui ai demandé, c'était mon oncle? J'ai dit oncle,
pourquoi votre main est en train de trembler? Il a dit, je le fais exprès. Et comme travailleur de soins de santé, je ne sais pas comment engager en disant, oncle, comment sans essayer d'aller trop loin, de dépasser les limites. Comment vous pouvez faire face à cela? À cela, ça c'est ma question. Comment je peux aborder ce thème? Avec une personne, moi étant une personne avec un trouble neurocognitif, je dis le plus direct, c'est le mieux. Parce que souvent, les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, ils parlent de manière dérogatoire et puis on veut que vous soyez direct pour qu'on puisse prendre nos propres décisions. Merci, merci Myrna. Je vais passer aux quelques autres questions que nous avons. Une des questions, c'est pour les deux équipes de projet SC Health et l'Université de Manitoba, et peut-être c'est pour les deux projets. Est-ce qu'il y a les stations de radio locales qui peuvent aider avec la diffusion du projet? Alors, Valentina, est-ce que vous désirez parler là-dessus? Oh, c'est une idée formidable. Je vais noter de cela. On n'a pas fait quelque chose là-dessus, mais bienvenue aux nouvelles idées pour diffuser nos conclusions. Alors, merci. Merci. Ça, c'est un des bénéfices de ce type d'événement. Vous pouvez toujours apprendre les nouvelles choses. Maribel, à vous, est-ce qu'il y a l'accès aux stations de radio? Est-ce que ça, c'est une manière de diffuser les projets? Je pense que ça existe. Je pense que Aaron, Emily, Adrian, si vous pouvez participer, bienvenue. Alors, c'est vraiment difficile avec une partie de la technologie, avec les communautés rurales. Quand vous êtes plus haut d'une parallèle, je pense que c'est le parallèle, oh, je me rappelle plus le numéro, mais quand même, ce que nous avons trouvé dans tous nos projets, c'est la question de rassemblement et les gens qui parlent entre eux-mêmes. Par exemple, une affiche à l'église ou un centre communautaire au niveau des ateliers sur les troubles neurocognitifs. Et cela n'a pas eu l'attraction des personnes qu'on cherchait, mais quand les travailleurs communautaires sont allés directement aux maisons, aux communautés. Je pense que c'était au Manitoba où il y a le petit déjeuner le vendredi. Quand quelqu'un est allé là-bas, ils ont parlé du projet, c'est comment on a réalisé la possibilité de parler là-dessus. Alors, peut-être la méfiance, la technologie, mais dans ces réunions, on a pu avoir la dissémination par la bouche à oreille, mais on n'a pas essayé les stations de radio. Peut-être nous pouvons essayer cela dans l'avenir. Merci Maribel. Je vais faire un suivi ou poser cette question à Aaron. Il y avait une question au niveau de travailleurs communautaires dans les communautés de Premières Nations. Alors, Joanna demande, pourriez-vous expliquer qui sont ces personnes et quelle est leur formation? Pourriez-vous parler là-dessus? Ah, ça c'est une question pour moi que vous me posez à moi? Je pense que c'est quelqu'un dans l'équipe de l'Université de Manitoba. Bon, bien sûr. Comme j'ai déjà mentionné, le chef de projet a fait une connexion avec les directeurs de santé. Et ils ont fait comme une scan électronique pour voir quelle est la meilleure personne pour diriger le projet sur le site.
Et c'est comme cela, nous avons établi les travailleurs au sein de la communauté. On n'a pas fait un recrutement, on n'a pas affiché cela qui sont les travailleurs de la communauté. Cela a été déterminé par les travailleurs du centre de communauté, les travailleurs de la communauté, et ils ont fait une connexion avec moi-même. On a fait une espèce de intégration, quels étaient nos buts, nos objectifs au niveau de la collecte des données, pour ajouter avec le cadre de prestation de services que finalement nous allons produire. Mais de ce point-là, les travailleurs de la communauté ont fait la conception comment ils voulaient atteindre ces buts et ces objectifs. Ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont commencé par exemple, les différents exercices avec les différents puzzles, avec les exercices, mais dans les communautés rurales, il n'y a pas de trottoir. Alors, pour avoir un club de marche n'a pas fonctionné. Il y a aussi les différents animaux sauvages, par exemple un loup que vous pouvez voir dans le forêt à cause de la faune, n'est-ce pas? Alors, mais le choix, c'était par le biais de centres de soins de santé au sein de la communauté. Est-ce que ça répond à votre question? Ben oui. Aussi, cela souligne le besoin de penser à chaque communauté de manière individuelle et ensemble voir ce qui va mieux marcher. Alors, il y a une question que je voudrais poser à Valentina. Valentina, c'est une question de Thérèse. Est-ce que vous avez identifié les thèmes dans les communautés ou les capacités pour développer les stratégies pour faire un impact sur les troubles neurocognitifs? C'est une question excellente. Merci de l'avoir posée. Alors, je pense qu'à la fin du jour, c'est une approche ascendante. Il n'y a jamais une solution pour tout le monde, mais il faut entendre les communautés, il faut les écouter pour voir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est une partie de la fondation pour développer les ressources qui sont utiles et qui servent le but là-bas. Ah, ça c'est formidable, merci. Génial. Alors, on va voir. Valentina, peut-être ça c'est pour vous aussi. Hein? Et la question, est-ce que vous avez impliqué les membres de la famille, les proches, pour qu'ils puissent savoir qu'ils font le travail avec les proches, pas juste avec les personnes atteintes des troubles neurocognitifs. On a travaillé avec les fournisseurs de soins de santé et les proches. C'était comme un travail du triade, travail de l'équipe. Et ce que nous faisons maintenant, nous donnons les gens l'opportunité de essayer notre journal de bord de votre parcours avec un trouble neurocognitif et puis avec les aidants naturels, les proches, pour prendre les rétroactions, pour mesurer l'impact de ce journal. Oh, merci beaucoup, Valentina. Nous avons une question de Len au niveau des professions navigatrices. Je sais s'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question. Je peux commencer. Les professions navigatrices. Je vais parler là-dessus. Il y a certains pays où il y a les rôles navigateurs pour les troubles cognitifs, par exemple le Royaume-Uni, l'Australie,
Évidemment, ici au Canada, c'est provincial. Alors, c'est une chose qui est provinciale. Alors, ça peut être différent d'une province comparée à l'autre. Moi, je connais la situation en Ontario, mais il n'y a pas les navigateurs spécifiques dans la plupart des provinces spécifiques qui abordent les troubles neurocognitifs, mais il y a plusieurs organismes. Par exemple, chez la Société de Alzheimer's, il y a un coordinateur là-bas si la famille est connectée avec soins de service à domicile. Il y a les gestionnaires du cas qui peuvent prendre ce type de rôle. Les médecins de famille, parfois, peuvent être une bonne ressource pour les équipes. Alors, il n'y a pas un rôle désigné, mais c'est souvent quelque chose partagé. Il y a les pros et il y a les éléments positifs et négatifs là-dessus, mais ça serait bien s'il y avait les navigateurs désignés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose là-dessus. Mais Len, c'est une excellente question. Je voudrais... Bon, c'est pas vraiment une question. C'est un commentaire. Il y a les commentaires au niveau de les individus atteints des troubles neurocognitifs pour qu'ils puissent participer dans la recherche, y compris la recherche non clinique. Et ce sont des excellentes questions. Il y avait une suggestion. Bon, ça c'est une différente suggestion. Il y a quelques suggestions que je voudrais faire. La Société d'Alzheimer's de Canada a eu toute une liste sur le site web qui a quelques informations au niveau de projets de recherche qui sont en cours. Vous pouvez regarder cela et ça dépend des chercheurs, ça dépend de eux de partager ces informations avec la Société d'Alzheimer's du Canada. Il y a aussi l'Institut de recherche de vieillissement. On a essayé de fournir des informations là-dessus. Ça peut être une autre ressource. C'est l'Institut de vieillissement. Oui, c'est un institut de vieillissement. Il y a aussi quelques opportunités d'être partenaire. Un partenaire comme Myrna. Myrna est impliqué dans le travail ensemble avec les chercheurs pour définir les questions qu'on doit poser pour la conception des études de recherche pour faire face aux défis qui peuvent venir quand on commence un projet. Et on s'appelle cela les projets de partenariat et nous avons développé les ressources avec les partenaires pour être une partenaire de recherche. Alors, vous pouvez regarder toutes ces ressources. Mais avec les liens que nous allons vous fournir, nous pouvons aussi donner, avec l'enregistrement, etc., nous pouvons aussi fournir les liens à la Société d'Alzheimer's. Bon, nous voudrions respecter le temps de tout le monde. Nous savons que les gens sautent d'une réunion à l'autre. Alors, tout d'abord, merci à tous les intervenants pour avoir partagé ces formidables détails de ces projets. Je voudrais également vous remercier à tous d'avoir assisté à la séance de découverte de RCARTN d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez apprécié et c'est formidable au niveau de l'investissement en matière des troubles
cognitif dans les communautés. Nous avons un site web ici que vous pouvez voir et vous pouvez apprendre davantage sur les projets. Nous voudrions recevoir la rétroaction sur notre événement aujourd'hui. Nous allons fournir un lien dans la boîte à clavardage, mais on va aussi vous contacter par le biais d'un courriel. Alors, merci de votre assistance et passez une excellente journée.